Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème de l'hypertension, du yoga et de l'hypertension. Donc c'est un programme qui me tient à cœur et je me rends compte qu'autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes d'hypertension. Donc j'ai désiré creuser l'affaire et essayer de vous donner quelque chose, une présentation, on dira théorique, avec ensuite une partie pratique de yoga thérapie pour vous permettre, si vous avez ces problèmes d'hypertension, pour vous permettre de commencer de manière autonome. Bien sûr, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter directement et on pourra toujours faire des séances par internet pour le moment tant qu'il y a le confinement. Mais en tout cas, c'est un thème qui me tient à cœur. Voilà, j'ai pas l'hypertension moi-même, mais c'est un thème qui me tient à cœur et je pense que c'est un domaine du yoga dans lequel il est possible d'avoir des bons résultats. Donc surtout, ne prenez pas l'hypertension comme une fatalité, surtout si c'est de l'hypertension primaire ou essentielle. Donc voilà, je vous demande de prendre une posture confortable et avant de commencer, on va tout simplement fermer les yeux quelques instants pour se concentrer, pour être présent ici et maintenant. Faites une grande inspire, une grande expire. Et quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, ouvrez les yeux. Donc, le yoga et l'hypertension. Alors, l'hypertension, c'est une maladie qui est de plus en plus répandue dans les pays occidentaux et c'est une des nombreuses maladies psychosomatiques. Donc, je vais vous lire une citation de Swami Shankaradevananda. Donc, l'hypertension est l'une des maladies psychosomatiques qui peuvent être traitées grâce à la combinaison de yoga et de médecine traditionnelle. Cette maladie est le symbole d'autres maladies dont souffre actuellement l'humanité, qui causent des souffrances apparemment sans fin. La cause profonde de toutes les maladies est la même: l'ignorance de sa vraie nature et le manque de conscience de ce que nous sommes vraiment. Donc pour faire cette présentation, je me suis basée sur plusieurs livres, sur des recherches aussi bien dans la médecine occidentale que dans le yoga, dans la médecine ayurvédique. Et le livre le plus intéressant vraiment que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc je vous le mettrai en grand dans la vidéo. C'est le livre de l'école Bihar School of Yoga de Swami Shankaradevananda. Donc c'est le livre qui s'appelle Yoga on Hypertension. Donc il y a malheureusement pas de traduction en français que je connaisse. Ensuite il y a beaucoup de livres écrits en français par d'autres auteurs, pas par l'école de Bihar, qui sont très intéressants aussi, et des livres en Ayurveda qui parlent de l'hypertension. Si vous voulez plus d'informations sur la bibliographie, n'hésitez pas à me contacter. Donc on va commencer, on va faire cette présentation en plusieurs parties. On va voir l'hypertension d'un point de vue médical, donc médecine occidentale, d'un point de vue yogique, et donc en dernier je vous parlerai du point de vue ayurvédique. Donc bien sûr il y a des liens entre le point de vue yogique et le point de vue ayurvédique. Du point de vue médical, on peut dire que en fait vous connaissez peut-être déjà ce que c'est que l'hypertension artérielle. Donc c'est une augmentation anormale de la pression du sang dans la paroi des artères. La majorité des cas d'hypertension est dite essentielle ou primaire, c'est-à-dire qu'en fait on ne connaît pas les causes et c'est 80% des cas de tension artérielle. Les 20 autres pourcents seraient liés à des causes médicales ou chirurgicales.
Donc vous pouvez vous imaginer que quand même 80% c'est énorme. On ne connaît pas les causes à l'heure actuelle de la maladie de l'hypertension artérielle essentielle. Alors on peut y mettre certaines causes, bien sûr. Par exemple, il y a l'hérédité. La plupart du temps, quand une personne a de l'hypertension, on regarde dans les ancêtres, les parents, il y a des cas d'hypertension aussi. Encore plus si les deux parents ont de l'hypertension. Bien sûr, l'âge aussi est une cause qui est assez fréquente. On commence une hypertension à peu près, je dis à peu près parce qu'il y a des tendances à ce que les gens qui commencent de l'hypertension soient de plus en plus jeunes, mais c'est à peu près dans la tranche d'âge entre 40 et 60 ans. Au-delà de 60 ans, il n'y a plus de risque de commencer de l'hypertension. Bien sûr, il y a des facteurs comme la cigarette, le régime alimentaire, cholestérol, régime riche en graisse, qui vont bien sûr entraîner plus de risques de tension artérielle, et aussi la vie sédentaire. Malheureusement, l'époque actuelle de pandémie du Covid n'aide pas dans cette situation. C'est difficile de faire du sport. Alors il y a aussi une dernière cause dans ce qu'on met au niveau des causes dans la médecine occidentale, c'est la personnalité. En fait, le stress, les émotions, les personnes qui sont plus sujettes à être stressées, à avoir des réactions plus fortes aux émotions, seront plus sujettes à de l'hypertension. Ça va affaiblir le corps de toujours être dans une situation de stress constant, par exemple. Donc ensuite, vous devez peut-être le savoir aussi, les conséquences de l'hypertension. Donc l'hypertension en soi, ça n'est qu'un facteur qui entraîne d'autres maladies. Des problèmes de cœur, bien sûr, des problèmes sur le cerveau, des problèmes sur les yeux et sur les reins. Je ne vais pas vous le détailler. Il y a beaucoup de problèmes donc d'AVC possibles et de crise cardiaque, pour ne nommer que celle-là. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir dans la médecine occidentale, c'est qu'il n'existe pas de traitement. C'est-à-dire qu'on va prendre un médicament, qu'on va devoir prendre toute sa vie malheureusement et qu'on n'arrêtera jamais. Donc c'est vraiment juste pour masquer l'hypertension. Ça n'est pas pour la réduire, c'est pour la masquer. Vous allez avoir un traitement, vous allez avoir une tension stable, mais dès que vous arrêterez le traitement, l'hypertension va revenir, parfois même de manière plus forte. Donc le conseil médical qu'on va donner, c'est d'avoir une vie saine, d'avoir un régime alimentaire sain pour permettre d'améliorer, mais pas complètement de guérir l'hypertension. Alors, le yoga est quelque chose qui viendra en plus et qui soigne très bien au niveau de l'hypertension essentielle. C'est-à-dire que pendant quelques années, on va faire du yoga et en même temps prendre son traitement médicamenteux et au fur et à mesure, s'il y a une amélioration ou quand il y aura une amélioration, le traitement pourra être réduit, voire même complètement arrêté. Mais c'est à long terme, c'est pas en quelques mois de pratique de yoga et de certaines autres pratiques que vous allez pouvoir complètement arrêter les médicaments. Mais c'est en cas d'hypertension essentielle où il y a plus de chances de guérir si vous faites du yoga et si vous avez un changement de vie vraiment radical, je dirais. Ça dépend bien sûr des cas, mais c'est bien sûr c'est dans ce contexte-là qu'on travaille. Donc bien sûr, je vais vous donner plus d'indications sur le point de vue yogique maintenant. Donc en fait, tout d'abord dans le point de vue yogique, on va voir, donc on a vu tout ce qui était médecine occidentale, maintenant comment le yoga voit en fait l'hypertension. Et donc en fait, on va avoir une classification. En yoga, on regarde la classification des causes de la médecine occidentale d'une manière tout à fait correcte, c'est-à-dire qu'on accepte toutes ces causes qui existent. Mais en yoga, on va rajouter des causes
C'est-à-dire qu'on garde les 6 causes médicales qui existent en médecine occidentale et on va en ajouter plusieurs autres. La première, c'est la cause mentale. Donc on a déjà un peu parlé de tout ce qui est personnalité, stress, émotion. Mais là, en fait, on va regarder plutôt à l'esprit. C'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qui se passe dans l'esprit. Pas seulement en termes de vie stressante, en termes d'émotions. Donc tous les événements mentaux qu'il y a, il faudra regarder à ça de plus près. Ensuite, on va parler de la cause pranique. Donc le prana, pour vous donner la traduction, c'est l'énergie, la bioénergie. Donc on va regarder aussi tout ce qui se passe en termes d'énergie dans le corps et comment cette énergie a une influence sur l'hypertension. Donc ça va aussi avoir une importance sur la perturbation des systèmes énergétiques dans le corps. Ensuite, donc, on revient au stress et à la personnalité qu'on met en fait en lien avec la cause mentale et les causes physiques qu'on a déjà vues tout à l'heure, qui sont donc le style de vie, l'alimentation, l'hérédité, l'âge, le cholestérol, la vie sédentaire. Tout ça est tout à fait reconnu par le yoga. Donc si on revoit ces différentes causes en détail, en tout cas en un peu plus de détails, on voit dans les tensions mentales en fait, c'est qu'il faut savoir que les tensions mentales vont être filtrées par le corps. C'est une manière d'entrer dans le corps, par les sens bien sûr. Et on va avoir donc une influence sur la structure pranique, comme je viens de vous le citer, et on va avoir donc une liaison directe avec le mental. Donc en fait, il y a tout ça qui va se mélanger, aussi bien le corps pranique, le corps physique et le mental. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que comme c'est une maladie psychosomatique, il va y avoir un déséquilibre de tout ça, entre le corps, l'esprit et l'énergie. Donc dans la médecine, il faut savoir par rapport à tout ce qui est mental, dans la psychologie moderne, il y a 3 parties à l'esprit. Le conscient, le subconscient et l'inconscient. On mettra le subconscient entre le conscient et l'inconscient. Donc en fait, l'inconscient contient des archétypes. Donc en fait, on va avoir des références dans l'inconscient et dès que on va être dans une situation qui va nous dérouter par rapport à ces archétypes, ben ça va déconnecter nos références qui vont passer par le subconscient et qui vont arriver dans l'inconscient. Pour vous donner un exemple, notre archétype de l'image du père et de la mère, donc si ces archétypes sont en quelque sorte éprouvés par des situations négatives, on va accumuler dans l'inconscient ces influences et ça va faire ressortir ça d'une manière totalement déséquilibrée. On va y avoir des souffrances mentales s'il y a eu des souffrances par rapport des déséquilibres, des différences par rapport à l'archétype qu'on aura pu avoir dans l'inconscient par rapport au rôle de la mère et au rôle du père. Alors en fait, on aura par exemple des impressions sensorielles qui seront accumulées dans l'inconscient, qui vont revenir par le subconscient, dans le conscient, et qui vont provoquer des réactions particulières et déséquilibrées. Donc ça va se voir dans la personnalité, dans les émotions, dans le style de vie et dans les habitudes. Et donc bien sûr, tout ça peut à terme avoir des effets sur l'hypertension et provoquer une hypertension. Alors maintenant, je vais vous développer un petit peu la cause pranique. Alors peut-être certains d'entre vous n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que le corps pranique, le prana, les énergies dans le corps. Alors pour vous donner un petit peu une idée, on appelle ça les koshas, les différentes enveloppes du corps. Donc vous imaginez le corps physique et la première enveloppe, le corps matériel. Ensuite, on va avoir le corps énergétique, le prana, le corps de prana.
Ensuite, on aura le corps mental, c'est-à-dire le conscient. Ouais. Ensuite, on aura le corps de connaissance. Et on aura l'enveloppe de félicité, le dernier niveau du corps. Donc ici, ce qu'on va plutôt voir, c'est par rapport au corps pranique. Donc en fait, imaginez toutes ces différentes enveloppes dans le corps. Vous avez le corps physique, le corps pranique et le corps mental. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc toutes ces influences qui vont finalement totalement se déséquilibrer. Donc en fait, on a le pranamaya kosha, donc le corps pranique. En fait, le corps pranique, c'est toutes les différentes énergies qu'on a dans le corps. Et ça permet de faire fonctionner les différentes fonctions vitales. Aussi bien au niveau de la digestion, au niveau de la respiration, au niveau du système d'élimination et au niveau de la transmission des impulsions nerveuses et au niveau de la circulation du sang. Donc, je vous mettrai les différents schémas dans la vidéo. Alors, on estime que le déséquilibre d'un quelconque de ces composants du corps pranique, mais essentiellement le corps donc Vyana qui travaille sur la circulation et Samana qui travaille sur la digestion, ça va nous provoquer de l'hypertension, des anomalies circulatoires et des dérèglements, des déséquilibres neurocirculatoires. Alors après, dans ce qu'on met dans le corps pranique, c'est aussi les nadis. Les nadis, on en entend parler quand on parle des canaux d'énergie. Donc tout ce que je vous viens de vous dire sur ces différentes énergies, on les retrouve dans les différentes couches du corps. Alors les nadis sont, on estime qu'il y en aurait 72 000 dans le corps. Donc il y a 3 canaux principaux qui nous intéressent pour cette présentation. C'est Ida, le canal mental, Pingala qui est le canal vital et Sushumna qui est le canal spirituel. Donc en fait ces canaux d'énergie vont partir de la base, donc on reviendra sur les chakras, mais qui vont partir de la base et vont se croiser dans le corps à chaque chakra, jusqu'au sommet de la tête. L'hypertension serait le résultat du déséquilibre de ces nadis et surtout de Pingala. Pingala qui est en fait associé à la chaleur, qui est associé au dynamisme, à la couleur rouge. Donc on dit que l'hypertension est liée à Pingala parce que l'arbre artériel qui ramifie, c'est celui qui ramifie à partir du cœur, qui est le plus dynamique. Donc Pingala qui est le dominant. Il devient en fait, il devient dominant par rapport à Ida et en fait il va entraîner l'hypertension et des maladies circulatoires. Donc en fait ça va se refléter dans l'esprit aussi. Plus de chaleur, plus de tourments dans le corps, plus d'énergie dans le corps va déséquilibrer le corps. Alors ensuite, sur les causes liées au stress et à la personnalité, je vais tout simplement vous faire penser un peu aux glandes endocrines. Vous savez, tout ce qui est le système endocrinien. Vous êtes peut-être, bien renseigné sur le système endocrinien. En fait, on estime que dans la maladie, dans l'hypertension, on est particulièrement concerné par les déséquilibres des glandes surrénales et thyroïdiennes, en fait, qui vont entraîner un déséquilibre du système nerveux. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que à l'intersection, donc on va encore revenir au système. Donc chaque chakra est associé à une glande endocrine. Et donc on a des chakras depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête. Et donc en fait on estime que ces énergies sont couplées avec les systèmes endocriniens. Et donc en fait ça va déranger. Donc le système endocrinien va déranger les chakras qui vont entraîner un déséquilibre des énergies jusqu'à l'esprit.
Donc l'énergie mentale dirige l'énergie pranique dans le corps physique. Encore une fois, on revient en fait au fait que tout ce que le corps absorbe passe par le corps physique, passe par le corps d'énergie et arrive au corps mental. Tout ça mêlé entre le système endocrinien, les chakras, les nadis, tout ça qui vient émuler et qui vient s'exciter et en fait qui devient totalement déséquilibré. Donc en fait on arrive à un déséquilibre hormonal comme on arrive à un déséquilibre des chakras, des nadis et on provoque une sécrétion plus importante d'adrénaline et de noradrénaline. Donc, pour revenir au chakra, en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors, chakra en sanskrit, ça veut dire la roue, une roue qui tourne, un tourbillon d'énergie. Donc, en fait, on estime que s'il y a un déséquilibre, les roues ne vont pas tourner correctement. Au lieu de tourner comme une roue sur un axe central, elles vont tourner plutôt dans une sorte d'ellipse. Et donc, ce qui va faire qu'il va y avoir des explosions extérieures inexpliquées, de colère, de dépression, des émotions fortes qui ne sont plus contrôlables. Et donc, c'est ça qui va provoquer un déséquilibre du système circulatoire. Alors, on passe toutes ces causes yogiques, ces causes praniques, et on revient au mode de vie. Donc en fait, on estime que dans le mode de vie, donc aussi bien dans la médecine occidentale, on parle du mode de vie, qu'il faut arrêter le sel, arrêter les graisses, toutes sortes de choses. Et en fait, on va plus loin en yoga, c'est-à-dire que il y a un petit poème que je vais vous donner de Swami Shivananda de Rishikesh qui dit « Semer une pensée et récolter une action. Semer une action et récolter une habitude. Semer une habitude, récolter un caractère. Et semer un caractère, c'est récolter un destin. » En fait, on peut voir un peu notre façon de vivre va avoir une très forte influence sur notre mental, tout simplement. Tout est lié. Dans les causes yogiques, on a donc aussi, comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr les problèmes d'hérédité et d'âge. Et en fait, ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, c'est plutôt, en yoga, on dit qu'il y a le problème de l'ignorance. L'ignorance est la cause de toutes les maladies. La connaissance, c'est le remède. Donc en fait, quand on tombe malade, c'est en quelque sorte parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Et quand on commence à se connaître, aussi bien physiquement, mentalement, au niveau énergétique, on commence à trouver les remèdes et on commence à aller mieux. Et l'hypertension disparaît. Alors, dans les causes, pour en arriver à la cure yogique, donc en fait, on va essayer d'utiliser le yoga pour développer une résistance physique, une harmonie émotionnelle, un équilibre pranique. On va essayer d'éradiquer les causes profondes de l'hypertension, qui sont dans l'esprit, tout simplement. Donc on va essayer de travailler à une connaissance de soi et des causes profondes de l'hypertension pour les éradiquer. Alors on va travailler dans ce sens avec des techniques de relaxation, avec des postures de yoga, avec des exercices de respiration, du pranayama, avec de la méditation guidée ou pas, avec des méthodes de nettoyage, des kriyas. Alors je ne vais pas vous détailler les kriyas ici parce qu'il faut les travailler avec un professeur de yoga formé à cet effet. Donc c'est quelque chose que je fais plutôt en cours individuel. On travaille ici aussi dans le yoga avec un changement du mode de vie pour obtenir, mettre en pratique un mode de vie yogique. Et surtout un travail profond de prise de conscience finalement.
Alors, ce qu'en fait, on va essayer de travailler dans les attitudes en yoga, que ce soit, c'est plutôt, je dirais même en amont de tout ce que je viens de vous mentionner, c'est de travailler sur la conscience. C'est-à-dire essayer d'être plus présent dans votre corps au moment présent, centrer votre conscience au moment présent dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire essayer de ne pas aussi vous sentir complètement absorbé par vos problèmes. Essayez de travailler sur le détachement, sur l'acceptation, de travailler sur le bonheur intérieur. Ce qu'on fait en yoga, c'est travailler sur le contentement, par exemple. Travailler sur ce que vous avez et pas sur le matérialisme. Donc ça n'est pas faire du shopping, en plus en ce moment on ne peut pas vraiment, n'est-ce pas? Mais travailler sur l'obtention de choses extérieures qui ne vont pas vous amener le bonheur. C'est ça l'idée. Ne pas non plus se sentir coupable du passé. Tout ce qui est le passé est le passé. Faites pas forcément une croix sur le passé, mais travaillez sur le présent et regardez le futur d'une manière plus ouverte. On va essayer aussi d'être ouvert aux gens, c'est-à-dire, bien sûr, vous allez prendre conscience du caractère nocif de certaines personnes et d'essayer de vous éloigner des personnes nocives, mais ces personnes peuvent aussi vous apporter des choses, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de vous faire rendre compte de ce que vous avez de bien en vous et aussi de travailler sur vous-même. De travailler, les mauvaises personnes sont toujours quelque chose qui peut nous aider en fait. On n'a pas à s'entourer que de bonnes personnes. On ne peut pas d'ailleurs. Donc ça nous permet de faire face à des situations difficiles, de nous remettre en cause et de travailler sur nous-mêmes. Donc pour travailler sur toutes ces attitudes dont je viens de vous parler, vous pouvez travailler avec des pratiques de désensibilisation, d'autosuggestion, de déconditionnement, de détachement. Tout ça peut se travailler aussi bien dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous faites, mais aussi par des techniques de relaxation, de méditation guidée et bien d'autres choses. Ça vous permettra vraiment de vous rendre compte de toutes ces notions pour finalement mettre en place toutes ces attitudes dont je vous ai parlé précédemment. Donc, il y a bien sûr les asanas, les postures et le pranayama qu'on fait régulièrement dans des cours de yoga postural et donc on fait un travail de respiration. Il va y avoir aussi un travail par rapport à la méditation, bien sûr, je reviendrai dessus. Et dans tout ce qui concerne le mode de vie, en yoga, on va plutôt, c'est pas seulement basé sur l'alimentation, mais on va aussi faire attention aux habitudes de sommeil. Donc on dit qu'en fait, on se couche tôt, et on se lève tôt et on est en meilleure santé quand on se couche tôt et qu'on se lève tôt. Et par exemple, les pratiques de méditation sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus efficaces quand on les fait avant le lever du soleil, par exemple. Et il est dit qu'il est bon de se réveiller entre 4h et 6h du matin. Bon, maintenant ça dépend de vous, Alors dans les habitudes alimentaires, on l'a déjà vu, mais en yoga on va rajouter peut-être deux choses que j'ajouterai aussi par rapport à l'Ayurveda, c'est le fait de manger végétarien va améliorer votre santé en général, votre digestion aussi, et le fait de manger sattvique. Alors je vais pas vous le détailler là parce que ça serait trop long. Si vous êtes intéressé par le concept de nourriture sattvique, contactez-moi et je vous en dirai plus. Alors donc on va travailler sur la relaxation, sur la prise de conscience qui est finalement quelque part le remède fondamental à l'hypertension. Donc dans la méditation en fait on va essayer de travailler dans des méthodes de stabilisation du mental, stabilisation du système nerveux.
On va induire du repos. Alors dans la relaxation et la méditation, on peut mettre aussi le yoga nidra. Et je vais vous mettre dans la pratique une séquence de yoga nidra que vous pourrez travailler régulièrement et qui est faite pour l'hypertension. Voilà. Alors, dernier point que je voulais vous mentionner aujourd'hui, donc c'est l'Ayurveda. Alors bien sûr, j'ai passé très vite dans tout ça, mais dès que possible, je ferai un atelier dédié à l'hypertension, donc très certainement toute une matinée ou toute une après-midi, pour vous développer un peu plus tout ce que je viens de vous dire. Et donc, pour revenir à l'Ayurveda, il faut savoir qu'en Ayurveda, on voit l'hypertension comme suit. En fait, l'hypertension, si vous vous souvenez, si vous êtes un peu au courant de l'Ayurveda, il y a 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Vata qui est plutôt l'air et l'éther, Pitta qui est plutôt le feu et l'eau, et Kapha qui est plutôt la terre et l'eau. Et donc on dit que l'hypertension est principalement une condition de Pitta. Pourquoi? Imaginez un peu. C'est la nature ardente du Pitta, c'est le feu intérieur qui va avoir le plus de conséquences sur le système circulatoire, sur le mental et sur donc le cœur et qui va provoquer le plus souvent l'hypertension. D'ailleurs, dans les personnes qui m'entourent et dans les élèves que je suis actuellement, 100% des cas qui ont de l'hypertension sont des Pitta. Donc en fait les Pitta, je dirais que en termes de symptômes extérieurs, vous auriez le visage rouge, les yeux rouges, des maux de tête violents, une sensibilité à la lumière, des saignements du nez, des colères, de l'irritabilité, des sensations de brûlure. Tout ça sont des indications d'un Pitta élevé et donc de risque d'hypertension. On aura un pouls aussi assez rapide, des complications, des troubles hépatiques, une accumulation de chaleur intérieure en fait. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire chez le Pitta, c'est vraiment calmer, relâcher, ralentir le rythme de la vie, le rythme de tout. Alors, il existe aussi par contre des hypertensions chez les Vata et les Kapha. C'est un peu moins répandu chez les Vata, même que les Kapha, mais chez le Vata, ça sera d'une manière irrégulière. Il pourrait y avoir de l'hypertension de temps en temps, mais pas de manière continue. L'hypertension va monter soudainement et baisser soudainement. Ça va être aussi un pouls assez irrégulier, que de toute façon le Vata a déjà un pouls irrégulier. Un pouls un peu erratique. Il va y avoir aussi une augmentation. En fait, l'hypertension du Vata va plutôt être liée à de l'inquiétude, de l'anxiété, du surmenage, de l'insomnie aussi, le Vata qui a très souvent des problèmes d'insomnie, et va être lié à donc plus ou moins des troubles nerveux. Le Vata, qui est plutôt tendance à des troubles nerveux, va provoquer de l'hypertension à cause de ces troubles nerveux. Alors, la thérapie chez le Vata, ça va être plutôt une thérapie de tonification. Donc en fait, pour essayer de faire baisser le Vata, l'air et l'éther dans le corps. Donc on va essayer plutôt d'abord de ramener le Vata sur terre, lui donner plus d'ancrage pour essayer de le calmer en fait. Alors maintenant chez le Kapha a une nature constante de tension, de pression sanguine continuellement élevée. Mais je dirais que dans le Kapha, ça sera surtout lié à des problèmes de poids. Donc l'hypertension, s'il y a un problème, un régime alimentaire déséquilibré, va de toute façon amener à des problèmes de poids et chez le Kapha des problèmes d'obésité, des œdèmes, un taux de cholestérol élevé. Donc c'est chez le Kapha où un régime alimentaire assez strict sera nécessaire
pour améliorer l'attention. Donc il faudra arrêter les produits laitiers, les beurres, les œufs, les régimes alimentaires trop riches en graisse et plutôt essayer d'avoir un régime alimentaire tourné vers l'amélioration de la digestion, l'évacuation des mauvaises graisses avec l'utilisation des épices chaudes pour entraîner une meilleure digestion. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'Ayurveda. Alors maintenant, je vais un peu vous parler de la pratique qu'on va faire par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique de yoga qui va être proposée à des personnes hypertendues, alors plutôt en période, donc la plupart du temps de toute façon les gens auront déjà, s'ils sont conscients qu'ils ont de l'hypertension, ils en auront parlé avec leur médecin traitant et ils seront la plupart du temps sous traitement. Donc une tension qui sera la plupart du temps assez stable quand même. Donc on va faire une pratique, et alors si ce sont des personnes qui n'ont jamais fait de yoga et qui n'ont pas du tout une pratique sportive habituelle, dans ce cas ce qu'on va faire c'est commencer par une pratique assez calme, hein, plutôt relaxant, plutôt des pranayamas, plutôt des choses qui vont permettre à la personne déjà de se détendre. Ouais. Donc il existe un programme, donc le livre que je vous ai présenté tout à l'heure parle d'un programme en 8 semaines qui peut bien sûr être adapté, qui peut être plus long pour s'adapter à chaque personne en fonction de sa condition physique. Donc on va plutôt recommander aux personnes qui n'ont jamais fait par exemple de pranayama, d'exercice de respiration, de travailler allongé. Commencer par des respirations de 2 à 3 minutes, des respirations en cohérence cardiaque. Ensuite, travailler avec des pauses vraiment très lentes, avec des respirations, encore une fois. Travailler aussi avec de la méditation, avec avec des séances de yoga nidra. Et au fur et à mesure des semaines, on va augmenter le temps de pratique. Donc on commencerait par exemple par un temps de pratique de 10 à 20 minutes par jour. Bien sûr, il faut être conscient que si vous voulez avoir un effet, il ne faut pas faire une fois par semaine. Il faut vraiment commencer un programme et se mettre à pratiquer pendant 10 à 20 minutes par jour. Ouais, si vous ratez un jour par semaine, c'est pas grave, mais c'est d'avoir une pratique régulière, quotidienne. Donc, et ensuite augmenter. Au lieu de faire 3 minutes de pranayama, vous allez commencer à faire 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, voire plus. Et donc, vous aurez au final une pratique qui va arriver à peut-être 1 heure par jour. Mais vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux et donc vous allez en avoir besoin. Ça va devenir quelque chose de fondamental. Donc l'idée c'est pas d'en être accro, l'idée c'est d'améliorer votre santé, pas que vous sentiez que vous êtes obligé de faire cette pratique, vous sentir mieux, c'est que vous vous sentez mieux parce que vous faites cette pratique. Et que même si vous allez rater un jour ou que vous faites une autre sorte d'activité, par exemple au lieu de faire une pratique de yoga un jour, vous allez marcher dans la campagne, vous allez faire du vélo, mais sans aller trop vite, vous allez avoir fait votre pratique. Donc voilà, ça n'est pas conditionné à faire la même pratique tous les jours, mais d'avoir une pratique régulière. Donc ensuite, vous allez augmenter votre pratique et au bout de la dernière pratique, c'est-à-dire la dernière séquence que vous allez faire, dans ce cas, vous allez rester sur cette séquence pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, et vous allez même l'améliorer, vous allez même avoir des pratiques de plus en plus intenses dans cette séquence-là, où vous allez même pouvoir ajouter des pauses de yoga un peu plus, un peu plus avancées par exemple. Et là, vous allez
Aussi, dans tout ce programme, pouvoir voir votre professeur de yoga régulièrement, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, pour voir un petit peu ce qui se passe, réajouter certaines choses, vous donner des conseils et tout ce qui peut vous améliorer et continuer votre chemin. Donc voilà un peu sur tout ce que je voulais vous dire, ou plutôt un peu de ce que je voulais vous dire sur l'hypertension, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous me les envoyez, quel que soit le moyen. Et je vous retrouve sur le tapis dans quelques minutes pour la prochaine vidéo. Namasté à tous et à toutes, et bonne pratique!